Le Cercle RH est un grand entretien aujourd'hui pour faire un focus sur les licornes et une licorne en particulier. Et on accueille Renata Spada. Bonjour Renata. Bonjour. Très heureux de vous accueillir. DRH d'Exotech, qui fait partie des licornes françaises. Et on va en parler évidemment avec vous, chère Caroline de Selvin, journaliste décideur RH. Avant de vous donner la parole et de découvrir votre parcours, parce que votre parcours professionnel a une résonance dans l'évolution de cette entreprise qui cartonne en France et qui va partir à la conquête du monde. Mais d'abord, un petit mot pour ceux qui nous regardent. Une licorne, c'est quoi, Caroline ? Un petit rappel peut-être, c'est une start-up qui est valorisée à plus d'1 milliard de dollars. Les chiffres varient, mais elle serait aujourd'hui environ 34 en France. On a largement dépassé l'objectif qui avait été fixé par Emmanuel Macron de dépasser les 25 licornes d'ici 2025. Donc, valoriser 1 milliard... Oui. Parce que souvent, dans l'inconscient collectif, on se dit le patron touche 1 milliard. C'est pas ça du tout. Ça ne veut pas dire rentable, ça veut dire valorisé à 1 milliard de dollars. Initialement, elles étaient plutôt d'ailleurs issues des secteurs de la finance ou de la tech. Et là, on observe une vraie diversification dans les secteurs, notamment la robotique, on va en parler. Justement, Renata, je vous vois réagir. Non. Le patron ne gagne pas 1 milliard. Vous avez accepté, après un parcours dans des grands groupes internationaux, PwC, Engie, EDF, au Brésil, puisqu'on va entendre cette petite pointe d'accent, vous avez accepté de rentrer dans une belle entreprise, mais en start-up. Exactement. Pourquoi vous avez fait ce choix ? En fait, c'est plus une start-up, c'est maintenant une licorne, c'est pas la même chose parce que la dynamique n'est pas la même. Et j'ai fait ce choix parce qu'Exotech est une société qui a une taille humaine encore, mais qui se développe très fortement dans l'international et qui a un défi vraiment majeur, technique et humain à porter. Et donc, je viens pour les aider à passer ces défis. On parlait de la tech, on voit la robotique, Exotech, c'est ces machines qui vont aller chercher des colis le plus rapidement possible, qui vont aller les ranger, les placer. C'est ça, Exotech. C'est ça, faire l'automatisation des entrepôts. Nous avons des robots super performants qui vont à 14 mètres d'auteur et qui bougent partout et qui justement vont chercher la boîte pour amener jusqu'à la personne qui va faire les emballages pour amener au client. Mais vous qui aviez une vision des grands groupes, je pense à EDF par exemple, Engie, qui sont des très gros groupes, très structurés, très verticaux dans leur organisation, vous avez forcément réfléchi à ça en vous disant, alors c'est peut-être pas vraiment une start-up, c'est une licorne, mais ça fonctionne pas comme des grands groupes comme EDF que vous avez connus, j'imagine. Tout à fait, et c'est beaucoup plus vite, les choses vont beaucoup plus vite, les changements, c'est une condition de réussite, donc c'est ça qui mène aussi l'innovation très rapide que nous avons besoin pour réussir. Et donc, ce qui m'a intéressée chez Exotech, c'est justement pouvoir les porter dans cette croissance, hyper-croissance, et les structurer pour devenir un grand groupe. Qu'est-ce que vous leur apportez, vous, en termes d'ingénierie, en termes de technique, en termes d'organisation, auxquels ils n'avaient pas pensé, parce qu'on entend qu'ils développent, ils créent, ils fabriquent ces robots, ils les fabriquent. Exactement. Qu'est-ce que la DRH et ses compétences apportent en plus ? La DRH a un enjeu humain énorme parce que nous avons, comme je vous ai dit, développé dans plusieurs pays. Nous avons les sièges à Lille, à Ouaskal, mais nous avons aussi un bureau à Tokyo, un autre à Atlanta, aux États-Unis, un autre à Munich. Le pays des robots. Les pays des robots, on exporte des robots au pays des robots. Un de nos plus grands clients, c'est Uniqlo, et qui est notre client maintenant partout dans le monde, pas seulement au Japon. Et donc justement, moi, ce que j'apporte, c'est justement la connaissance d'un grand groupe pour les décliner dans une société qui a une structuration pour un devenir. Et justement, vous disiez que vous êtes présent dans plusieurs pays, il y a un certain nombre de collaborateurs, tout va très vite. Comment vous construisez un peu la culture d'entreprise et la marque employeur avec ces enjeux internationaux ? Oui, ce sont des enjeux majeurs. Et l'interculturalité, c'est vraiment un enjeu majeur. Donc l'inclusion pour nous, ce n'est pas juste une page qui s'affiche, c'est vraiment un levier de performance. Et quand je parle de l'inclusion, je ne parle pas qu'il y ait des minorités, je parle vraiment de l'inclusion culturelle avant tout. Nous sommes une entreprise de 1300 employés qui sont dans 30 pays aujourd'hui, parce que nous sommes partout dans les sites clients qui sont dans 30 pays. Et dans ces 1300 personnes, il y a 62 nationalités. Donc si on ne sait pas se comprendre, si on n'a pas l'empathie pour la différence, on ne va pas réussir.
Ça veut dire que quand vous faites des recrutements à Tokyo, par exemple, c'est vous qui vous chargez de recruter le directeur de site, l'ingénieur, ou est-ce que vous avez une délocalisation pour être au plus près de la culture du pays? Nous travaillons avec des agences locaux. Nous avons aussi des recrutements en Corée, par exemple. C'est nouveau pour nous, un nouveau bureau. Oui. Et nous avons une centralisation à Lille. On a un pool des recruteurs à Lille pour avoir les mêmes pratiques. C'est très important pour nous aussi de développer des pratiques communes pour justement pouvoir diffuser la culture. Mais on travaille avec des agents locaux, bien sûr. Qu'on comprenne bien, il y a un site de production ou des sites de production sur lequel on va fabriquer l'ingénierie, le robot. Et puis ensuite, il faut, j'imagine, l'installer, le faire fonctionner et gérer la maintenance de ce robot. Tout à fait. Dans lequel vous déployez des salariés à l'intérieur des sites, on est d'accord? Exactement. Nous avons toute la production est en France. C'est un produit français. Made in France. Made in France. Et nous sommes très fiers de les faire en France. Et nous exportons. Nous avons des équipes locaux. Donc, nous avons des ingénieurs aux États-Unis, des ingénieurs japonais, mais nous transférons la technologie d'ici. Donc, nos ingénieurs partent de la France pour apprendre les know-how à nos ingénieurs américains et japonais, par exemple. Je trouve ça extraordinaire parce qu'on a souvent une image un peu sombre de la France, une sorte de tristesse comme ça sur notre monde de l'entreprise et de l'industrie, parce que c'est de l'industrie, c'est de la tech, mais c'est de l'industrie. Comment vous avez réussi ce pari? Comment ceux qui sont les dirigeants de cette entreprise et que vous rencontrez chaque jour, comment vous expliquez cette réussite? Bon, la réussite, on l'a faite tous les jours. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Comme Exotech a doublé des tailles en 2 ans, et nous avons une strate managériale qui s'est formée très, très rapidement, en fait. Et les managers, ils ont besoin d'être équipés aussi pour être managers. Ce sont la plupart des primo-managers. Donc, une des choses qu'on travaille aujourd'hui fortement, c'est dans l'équipement de nos managers en termes de leadership. Donc, ils passent par Nous avons créé, par exemple, un groupe des managers mondiaux des 60 personnes et ils passent par un développement accéléré en termes de leadership. Donc, ils font des formations en conduite des changements, communication. Et ils participent aussi de la construction de la stratégie. Et ils sont les relais majeurs de la communication des fondateurs avec le reste de l'entreprise. Donc la communication, c'est aussi l'histoire des fondateurs, parce qu'ils avaient en tête l'idée de créer des robots, alors qu'on sait que les robots se développent en Corée, au Japon, en Chine. On voit beaucoup de Chinois qui présentent leurs robots. Comment vous racontez cette histoire, vous aussi, aux collaborateurs qui se disent, mais tiens, une boîte française à Lille, dans le Nord, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment on raconte l'histoire? Et comment vous la racontez, d'ailleurs? Oui, l'histoire, elle est vraiment très intéressante, parce que ce sont 2 ingénieurs qui travaillaient chez GE et qui se sont rencontrés et qui avaient une idée incroyable, de créer des robots pour faire concurrence à Amazon, en fait. Et donc, ils ont fondé cette société il y a 10 ans. C'était en 2015. On vient de fêter 10 ans et c'était une énorme réussite, surtout après les Covid, avec les développements de l'e-commerce. Et donc, nous avons très vite atteint des clients très importants, comme Pepsi aux États-Unis, Uniqlo, j'ai mentionné, Decathlon, Auchan et Renault. Donc, on a des clients vraiment importants qui nous ont fait confiance et qui nous aident justement à entretenir ce développement à l'étranger. Vous parliez des programmes de leadership. On dit souvent que dans la tech, le taux de turnover est assez fort. Chez vous, il me semble qu'il est plutôt faible. Sur cette question de la guerre des talents, comment vous y prenez pour vous assurer que les équipes restent en place et pour attirer les meilleurs? Oui, c'est vrai. Notre turnover volontaire, donc des démissions, c'est des 8%, quand dans la tech, ça peut atteindre jusqu'à 20%. Et ça, je pense que c'est vraiment aussi des valeurs qui viennent des fondateurs. D'être au même temps qu'exigeant, parce que dans l'innovation, tout va très vite et l'exigence est énorme, l'exigence de performance, mais nous soignons aussi nos collaborateurs. Nous avons aussi une culture des célébrations. Donc, on célèbre nos victoires partout dans le monde, pas seulement en France. On fait des exoparties. Donc, tous les trimestres, on réunit nos employés pour... En distanciel, en visio Non, présentiel. Dans chaque endroit, il y a des fêtes et on célèbre nos victoires, nos nouveaux clients, nos réussites. Par exemple, dans quelques jours, le 26 juin, on aura en France la ExoFest.
Parce que ça, c'est aussi une de nos promesses employeurs. Vous venez avec vos compétences, mais vous venez aussi avec ce que vous êtes, vos passions. Donc, ils vont chanter, ils vont jouer ils de vont la musique. chanter, ils jouent, ils font des pièces de théâtre. Et donc, c'est un festival et les acteurs, ce sont nos collaborateurs. Fermé, hein, c'est pas ouvert au public. On peut pas frapper en disant je veux voir le spectacle. Pour nous, exactement. Il y a beaucoup de gens qui nous demandent de venir, mais non, c'est vraiment pour nous. C'est pour vous. Et on les fait en France, mais on les fait aussi au Japon, on les fait aussi aux États-Unis. Vos enjeux aujourd'hui, c'est le développement commercial, parce qu'on voit bien qu'il y a un déploiement mondial et il faut déployer, aller chercher des clients. Ou votre enjeu, c'est de répondre à la demande, c'est-à-dire avoir les techniciens, les ouvriers, les ingénieurs qui sont capables de produire, j'ai envie de dire, à la chaîne. Est-ce que c'est ça les deux enjeux ? C'est les produire, mais surtout déployer. D'accord. Les déploiements est très important parce que nous avons des ingénieurs des hardware, mais aussi des software. Et donc, une fois que c'est déployé, il faut que ça fonctionne, il faut que ça performe parce que la performance dans les entrepôts est un sujet très important pour nos clients. 1 minute de perdu, c'est de l'argent perdu. C'est beaucoup d'argent perdu. Et donc, il faut que ça fonctionne. Et après, il y a la maintenance. Vous avez mentionné tout à l'heure, oui, on fait aussi la maintenance. Et tous les centres de contrôle aussi, c'est géré par nous. Mais vous ne m'avez pas répondu sur votre parcours. Oui. Qu'est-ce qui est différent entre ce que vous avez vécu chez EDF ou Engie et ce que vous avez vécu et ce que vous vivez ici? Qu'est-ce qui est différent? C'est plus souple, c'est plus direct, vous avez plus de liberté. Comment vous le vivez dans votre poste? Oui, c'est, sans doute, il y a plus de liberté, parce que dans un grand groupe, bien sûr, c'est pas si rapide qu'on prend des décisions. Et il y a surtout une vitesse aussi qu'il faut répondre, qui n'est pas la même vitesse qu'un grand groupe. Mais en même temps, Exotech est aussi une entreprise d'ingénieurs et donc qui a su se structurer pour devenir grande. Donc on a des outils très performants comme Workday par exemple. Pour la RH, c'est très important d'avoir un système intégré dans une boîte de 1300 employés, c'est un luxe. Ils ont investi dans cet outil. Tiens, d'ailleurs, télétravail ou pas? Parce qu'il y a les salariés de Westcal, j'imagine ceux qui sont en train de fabriquer le robot compliqué. Mais comment vous implémentez aussi le télétravail, qui est parfois remis en question d'ailleurs. Hein, oui, nous avons un jour de télétravail pour tout le monde et il y a des cas qui peut y avoir un peu plus quand on prend quelqu'un, par exemple, qui habite dans une autre ville qu'on veut attirer, on peut négocier un peu plus de jours de télétravail. Dans l'industrie, parmi les populations ingénieurs, il y a un enjeu de parité, d'égalité hommes-femmes. Où en êtes-vous sur ce sujet-là? Il y a une moyenne d'âge aussi assez jeune des collaborateurs. Les ingénieurs femmes. Oui. Où est-ce que vous en êtes sur ces questions? Oui, ce qui m'a surprise quand je suis très, très impliquée dans la parité parce que c'est moi qui ai mis en place chez Engie les programmes pour la parité. Et c'est vrai que ce qui m'a surprise quand je suis arrivée chez Exotech, c'est qu'ils avaient déjà un enjeu de parité. Ils avaient déjà dans le bonus des dirigeants en target, une cible des recrutements des femmes. Et ça, on ne voit pas partout. Ce qui manque maintenant, c'est vraiment l'accompagnement. C'est faire les changements culturels qui va vraiment faire possible les recrutements de femmes et les conditions de travail pour les femmes chez Exotech. Là, à date, au moment où on se parle, combien de recrutements vous avez? Parce que vos enjeux, c'est là. Vous avez un COMEX et qui vous dit on va à une accélération incroyable, on a un client qui se prépare. Combien de recrutements là chez Exotech? Oui, aujourd'hui, on est dans une phase de stabilisation. On a eu une hyper croissance. On a doublé dans 2 ans. Et maintenant, nous sommes aujourd'hui, on a à peu près 150 à 200 recrutements cette année, prévus pour cette année. Vous êtes dans les recrutements là? Oh oui. Profil ingénieur? Mais on est surtout dans une phase de stabilisation pour se structurer pour la croissance qui va revenir bientôt. La croissance des levées de fonds, on l'évoquait en préparant l'émission, parce que vous avez levé. Oui. La dernière levée de fonds à 285 millions d'euros. Ça fait déjà un peu de temps. Et là, vous envisagez une nouvelle levée de fonds? Pas pour le moment. Pas pour l'instant. Donc là, on vous stabilise. On stabilise, on se structure pour une nouvelle phase d'hypercroissance. Exotech, j'ai le sentiment, quand je vous entends, la manière dont vous emparez de ce poste passionnant, qu'elle est un peu à côté de la crise que peuvent traverser certaines industries ou certains secteurs touchés par le détroit d'Ormuz, par la crise ukrainienne et tous les sujets. J'ai le sentiment que vous êtes un petit peu à côté et épargné par cette crise. Oui, ce qui se passe, c'est qu'Exotech, on a toujours un cahier des commandes 1 an avant. Donc, on sait ce qui va se passer dans 1 an. Et donc, aujourd'hui, on travaille déjà la commande pour 2027. Et donc, on a une certaine prévisibilité et c'est comme ça qu'on peut s'ajuster aussi à des crises qui peuvent surgir. Donc, la France, il faut le redire, c'est important de le redire sur ce plateau,
est un des leaders de la robotique, on est d'accord, pour accompagner des grandes entreprises. La suite, c'est quoi pour vous et pour le groupe? La suite, c'est continuer son expansion à l'international et continuer à augmenter notre présence aux États-Unis. C'est un des plus grands marchés pour Exotech. En 2024, c'était 40% de notre chiffre d'affaires. Avec les tarifs en 2025, on a encore développé un peu plus en Europe qu'aux États-Unis, mais la prévision, c'est qu'on continue à se développer aux États-Unis. Ce qui est très intéressant aussi, d'exporter nos robots aux États-Unis. Très intéressant et symbolique. Et symbolique, avec exactement. Les droits douaniers, enfin les taxes douanières de Donald Trump, c'est intéressant de pénétrer le marché. Il n'y a pas de concurrence à notre terre aux États-Unis aujourd'hui. Il n'y a pas de concurrence aux États-Unis. Américaine. À votre hauteur. Américaine. Parmi vos leviers de développement, il y a forcément l'IA. Alors, j'imagine qu'au sein d'Exotech, c'est pas vraiment un sujet, mais peut-être sur la fonction RH, quels ont été les impacts pour vous de l'arrivée des IA génératives et pour la formation des collaborateurs? Je suppose qu'ils sont tous très habitués à ces sujets-là, mais voilà, quelle est votre approche? Nous sommes encore au début de ces chemins. Et ce que nous avons fait, c'est que comme on s'est structuré avec des données, on est prêt pour l'IA. Oui. Parce que les sociétés qui n'ont pas des données fiables, ils vont prendre plus de temps. Ouais. Nous, comme on a des outils qui nous permettent d'avoir des données fiables, on est prêt pour l'IA et justement, on cherche maintenant les solutions qui sont propres à nous. Vous allez évidemment pas me dire le contraire, mais il y a souvent un débat sur la technologie, le progrès, l'IA et les robots, puisqu'on nous dit que les robots arrivent et que les robots seraient le complément de l'IA et scelleraient la fin du travail. Qu'est-ce que vous en pensez? Nos robots, ce qu'ils font aujourd'hui, c'est justement réduire la pénibilité au travail. Et parce que normalement, ils remplacent des métiers hyper risqués dans un entrepôt. Quand on monte à 14 mètres, exactement. Jusqu'à 14 mètres de haut, oui. Tout à fait. Ouais. Donc, c'est la principale fonction de nos robots aujourd'hui dans les entrepôts. Mais le mariage de l'IA et des robots, dont vous dites qu'on en est aux prémices, oui. C'est peut-être le chapitre 2, finalement, de cette révolution numérique? Ah oui, c'est sûrement. Et nous nous préparons pour cette révolution. Il y a des métiers, on sait très bien, qui vont évoluer, comme les codeurs, par exemple. Oui. Donc, on évoluer prépare... pour ne pas dire disparaître? Je pense qu'ils vont évoluer parce qu'on aura besoin d'autres métiers qui n'existent pas aujourd'hui. Et donc, si on est une société qui est à l'avance, on va pouvoir préparer notre population pour ces changements. Et vous nous dites, à travers Exotech, que le monde de l'entreprise mondiale se tourne de plus en plus vers le robot. Il demande des robots, on est bien d'accord? On est bien d'accord. Donc dans les 15 ans à venir, on va avoir de plus en plus de robots qui vont suppléer des emplois les plus douloureux et fatigants. Exactement, les plus risqués aussi. Et ça, c'est pas... ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les employés de ces entrepôts qui se modernisent, qui s'automatisent, ils sont fiers de travailler dans un entrepôt modernisé, propre. Et dans lequel ils ne prennent pas de risques. Exactement. Parce qu'il y a eu beaucoup d'accidents, on l'a vu dans certains pays où effectivement les transpalettes ou les colis tombaient. Et vous, votre avenir, comment vous le regardez au sein d'Exotech? Mon avenir, c'est justement continuer à grandir avec Exotech. Je trouve incroyable d'avoir cette chance de pouvoir mener une entreprise dans cette croissance. Ce n'est plus une start-up, on est d'accord. Ce n'est plus une start-up, voilà. Et c'est presque plus une licorne. Ouais, ça fait 4 ans que nous sommes... Vous êtes au bord de devenir... Nous sommes au bord de devenir un grand groupe, parce qu'on est déjà présent de non côté, bientôt peut-être côté aussi. Mais pour l'instant, oui, on travaille pour notre rentabilité aussi et pour plus tard devenir côté. Donc une très belle aventure humaine pour vous, avec vos équipes, évidemment. Et évidemment, une aventure industrielle et technologique absolument incroyable qui valorise la France. Juste d'un mot, la France, en tant qu'institution politique et publique, elle est là, elle est à vos côtés? Ah oui, Exotech a été beaucoup aidée par la French Tech. Et nous sommes très présents dans la French Tech au Japon, aux États-Unis, en France. Et toute cette communauté des leaders de la tech nous aide forcément à évoluer. Exactement. Pour l'export aussi, pour l'image de la technologie française à l'étranger. C'est très important. La French Tech, évidemment, qui tient une grande place. Merci, Renata Spada, DRH d'Exotech. Un bijou, on ne dit plus maintenant une licorne, un bijou technologique, un fleuron français, et qui s'exporte partout dans le monde, 30 pays.
30 pays. Merci de nous avoir rendu visite et puis à bientôt, peut-être dans un an, qu'on serait devenu une grande entreprise cotée. Vous viendrez nous parler de votre aventure. Merci à vous, chère Caroline, d'avoir partagé cette belle émission. Merci à vous, merci à toute l'équipe, merci à Mani à la réalisation, merci à Paul au son, merci évidemment à Nicolas Juchat et merci à Léa qui nous accompagne dans cette belle aventure éditoriale. Merci à vous, bye bye.